Avez-vous remarqué le vent de panique qui souffle actuellement sur la distribution? Pas un jour sans qu'un débat autour d'Amazon ou Alibaba n'alimente la crainte des distributeurs de voir l'e-commerce les obliger à fermer leurs magasins ou que le marché sue à grosses gouttes à l'annonce d'alliances que l'on croyait jusqu'ici contre nature. Cela me rappelle étrangement la première réunion au siège de PPR où François-Henri Pinault avait réuni l'ensemble des directeurs e-business des enseignes du groupe pour étudier comment il fallait répondre à l'arrivée d'Amazon en France. Serge Wimbert, alors président du directoire de PPR, en grand sage, prédisait qu'en effet, l'e-commerce allait bousculer le paysage de la distribution dans le monde, mais qu'il ne fallait pas céder pour autant à la panique, et ce, tant que les réseaux de magasins physiques constitueraient un avantage concurrentiel significatif. Et s'il avait été visionnaire? Comme dans quasiment tous les pays, l'e-commerce représente en France aujourd'hui, tous secteurs confondus, moins de 10% du chiffre d'affaires du retail. Autrement dit, 90% du chiffre d'affaires est encore réalisé en magasin. Alors il est vrai que grâce à Internet, la vente à distance a pu endiguer sa décroissance et même se développer. Enfin, pas tout à fait. Il faut préciser que c'est la fonctionnalité de vente à distance qui s'est développée, pas nécessairement ces enseignes traditionnelles, dont certains leaders ont même disparu ou sont sur le point de mettre la clé sous le catalogue. En effet, la VAD a dû faire face, depuis, à la concurrence de nouveaux entrants, dont celle, quasi déloyale, des enseignes qui disposent d'un réseau dense de magasins physiques. Une plus grande facilité à diffuser leurs offres grâce à sa dématérialisation multimédia et interactive leur a permis d'offrir, eux aussi, l'achat par correspondance. Enfin, pas tout à fait. L'exemple de Toys R Us est sur ce point assez emblématique. Son réseau physique n'aura pas suffi à la protéger de la faillite. Elle avait bien mis en place un site internet marchand, mais ce, après s'être alliée à Amazon, car l'enseigne leader du jouet avait dans un premier temps renoncé à son propre site internet pour vendre ses produits sur ce qui allait rapidement devenir une place de marché. À l'époque, Toys R Us a été tout bonnement le marchepied du géant américain du e-commerce sur ce secteur. Voilà de quoi inquiéter Monoprix qui a annoncé fièrement son rapprochement avec le diable. Pour expliquer la situation, remettons les choses à plat. La vente à distance est née dans le but d'apporter à des consommateurs qui n'y avaient pas accès une offre large et profonde. La cible prioritaire des VADistes était dès lors les régions françaises où les implantations physiques de commerce étaient clairsemées. Mais la grande distribution a bousculé ce paysage, et notamment Leclerc, en implantant massivement des supermarchés dans les dites régions. D'autres enseignes ont suivi, les VADistes ont alors commencé à souffrir du fait de cette concurrence physique. Mais voilà qu'en 1995, Internet laisse entrevoir un potentiel exceptionnel pour la vente à distance. Les VADistes seront naturellement les premiers à s'engouffrer dans l'e-commerce. Les enseignes physiques ont elles aussi voulu en tirer parti et ont massivement investi pour y parvenir. Elles ont ainsi concurrencé la VAD, mais beaucoup plus rapidement cette fois que les hypermarchés à l'époque. Aujourd'hui, la quasi-totalité des enseignes a déployé un dispositif interactif et concurrence, pour ne pas dire asphyxie, les purs VADistes. Sauf ceux qui ont su apporter une valeur ajoutée à leurs clients en optimisant le modèle. La Redoute avait vite compris, à l'époque où les magasins commençaient à leur reprendre des parts de marché, que leur salut se trouvait dans la capacité à livrer leurs clients en un minimum de temps. C'est elle qui inventera alors le 48, puis le 24 heures chrono. Aujourd'hui, Amazon a inventé le 1 heure chrono et concurrence ainsi jusqu'aux magasins de proximité en rendant un service adapté aux nouvelles attentes des consommateurs sur une offre extrêmement large et profonde. Amazon a su créer un vecteur de différenciation puissant au travers du service et du confort client. D'ailleurs, leur logo en sourit. Un distributeur, c'est avant tout un acteur qui sait mettre en présence, dans les meilleures conditions, le bon client et le bon produit. Rendre une offre accessible est par conséquent le cœur de son métier. Il lui suffit donc de s'installer au bon endroit, avec les bons assortiments proposés au bon prix, et de le faire savoir. Si un concurrent s'installe à proximité, sa valeur ajoutée en est diminuée, si la nouvelle enseigne apporte la même offre et le même service. Il lui faut alors se différencier. Sinon, c'est la guerre des prix qui fait rage. Et c'est bien ce à quoi nous assistons depuis l'émergence d'Internet. À partir du moment où Amazon, mais aussi toutes les autres enseignes, peuvent diffuser leurs offres au plus grand nombre, la valeur ajoutée de chacun est là aussi entamée et tout le monde se bat sur les prix. Mais il y a plus grave. Les consommateurs risquent également de se détourner des magasins physiques dès lors qu'ils perdent de l'intérêt. La bonne question,
voire la seule que doit se poser aujourd'hui une enseigne physique, c'est « Mais à quoi sert donc mon magasin dorénavant ?» Si c'est de vendre les mêmes produits qu'Amazon au même prix, il ne sert pour ainsi dire plus à rien. Toys R Us vient de le démontrer, et avant elle, la Fnac, qui a perdu, avec la musique, la vidéo et peut-être prochainement le livre, les offres qui drainaient le trafic le plus important. Mais alors, si le magasin ne sert plus à rien, qu'il est maintenant simple de diffuser une offre sur Internet et que le service est la valeur ajoutée que le consommateur recherche avant tout, c'est bien qu'Amazon et consorts ont gagné la guerre. En fait, pas tout à fait. L'obsession des distributeurs doit redevenir la capacité à se différencier en tirant parti cette fois d'un environnement bicanal et multisupport. Les magasins doivent impérativement recouvrer un fort intérêt aux yeux des consommateurs, si leurs enseignes veulent préserver ce qui peut être encore pour le moment une barrière concurrentielle forte. Alors, c'est quoi un magasin qui a encore un intérêt aux yeux du consommateur ? Eh bien, cela dépend bien entendu des univers produits. En schématisant, on peut affirmer que toutes les familles de produits qui ne nécessitent ni conseil, ni rencontre physique, ni urgence à en prendre possession n'ont, à terme, pour ainsi dire, plus aucun intérêt à être présentés en magasin. En revanche, dès lors que le client a besoin d'approcher le produit, besoin ou envie qu'il soit contextualisé au sein de mise en scène ou mise en situation, ou besoin d'être rassuré pour passer à l'acte, alors le magasin a encore son rôle à jouer. Sans oublier la botte secrète du magasin physique qu'IKEA a su si bien créer, l'expérience client. C'est par la redéfinition de son offre qu'une enseigne doit reprendre ses réflexions afin de définir un positionnement multicanal pertinent. Tout le reste en découlera. Il est par conséquent légitime de se poser la question de savoir si Monoprix a ou non eu raison de s'allier à Amazon. Il faut espérer qu'une prochaine refonte en profondeur de son offre en magasin ne tarde pas. Sinon... Alors, pour terminer, remémorons-nous cette publicité de l'enseigne Leclerc qui vante les mérites du drive. On y voit des consommateurs qui se sont pourtant déplacés vers l'enseigne, restés dans leur voiture en attendant que leurs courses soient chargées dans leur coffre. C'est bien la démonstration qu'en pareil cas, le magasin ne sert plus à rien. En êtes-vous bien sûr ? Avant, monsieur et madame H faisaient leurs courses tous les samedis. Aujourd'hui, ils font toujours leurs courses, mais sur Internet, chez Leclerc. C'est Leclerc Drive. Vous achetez par Internet à prix Leclerc. Votre commande est prête dans les 2 heures. Leclerc Drive. Leclerc, mais Drive. Leclerc.